Alors, je vais commencer. Enchanté tout le monde, Sylvain Carrier. Je suis technicien en travail social à l'organisme communautaire La Boussole depuis 2007. Je vais parler un petit peu là, de l'organisme davantage en profondeur là, tout à l'heure. 2007, au programme Enfance-Jeunesse que j'ai commencé et auquel je suis encore là à ce jour. Je vais décrire tout ça tout à l'heure. Parallèlement, je suis à temps partiel là, à La Boussole, parallèlement, je suis technicien en travail social aussi au CIUS de la Capitale-Nationale. Je sors de la direction de la protection de la jeunesse, là, tout récemment arrivé à un nouveau projet qui s'appelle Air ouverte pour une clientèle 12-25 ans. Voilà, puis auparavant, là, j'ai travaillé un petit peu au communautaire, là, notamment à l'organisme Entraide Jeunesse Québec, au programme Virage sur la violence dans les relations amoureuses. Voilà. Merci, Sylvain. Alors, je continue. Alors, je suis Geneviève Piché, je suis professeure au département de psychoéducation et de psychologie à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis également chercheure au CRUGEF et co-directrice du laboratoire L'Approche. Merci Geneviève. Comme Geneviève, moi c'est Aude Villatte. Comme Geneviève, je suis professeure au département de psychoéducation et psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, co-directrice du L'Approche, puis chercheure régulière au CRUGEF. Et vous verrez tout à l'heure Claudia qui va nous rejoindre un petit peu plus tard dans la présentation. Claudia était prévue, devait être avec nous dès le début de la présentation, mais elle commence juste un nouvel emploi et elle n'a pas accès à un local qui lui permet de faire la présentation de façon détendue. Et on lui a proposé d'enregistrer un petit témoignage que vous allez entendre tantôt. Puis elle sera avec nous pour répondre aux questions si vous avez des questions pour elle à partir de 12h40 à peu près. Claudia, juste pour vous dire un petit mot pour l'introduire, c'est une étudiante qui vient de finir son baccalauréat en psychoéducation à l'UQO et qui travaille avec notre laboratoire depuis 3 ans, je pense bientôt, qui nous aide à développer les outils pour les jeunes, justement, qui ont un parent qui a un trouble mental. Elle va pouvoir expliquer un petit peu la démarche qu'elle a suivie avec nous. Pour vous donner une idée du plan de la présentation, je n'arrive pas, alors premier petit détail technique, je n'arrive pas à passer les diapos. C'est bon. Le plan de la présentation va faire un très rapide tour d'horizon du contexte. Qu'est-ce qui fait que c'est si important d'offrir des outils aux jeunes qui ont un parent qui a un problème de santé mentale. Puis on laissera donc la parole à Sylvain qui, comme il le disait, va vous parler un petit peu de ce que propose la boussole comme activité, comme outil pour ces jeunes. Alors, on va les nommer parfois JPTM, donc jeunes ayant un parent qui a un trouble mental, ça sera plus rapide dans les diapos. Sylvain va vous présenter pendant une quinzaine de minutes ce que la boussole propose. Ensuite, Geneviève et moi, on vous présentera différents types d'outils qu'on a développés au sein du laboratoire L'Approche. Geneviève insistera plutôt sur des outils qui sont développés pour les plus jeunes et moi plutôt sur les outils qui sont développés pour les adolescents et les jeunes en transition vers l'âge adulte. Puis, on pourra entendre le témoignage de Claudia, qui, comme je vous le disais, est une jeune partenaire du L'Approche. Peut-être juste quelques mots. On a fait un contexte vraiment rapide, succinct, mais pour vous montrer un petit peu la pertinence justement de développer des outils pour ces jeunes-là. Et on va commencer en vous présentant une vidéo qui dresse le contexte justement de façon assez générale en disant comment vont les enfants en général qui ont un parent qui a un problème de santé mentale. J'espère que tout va bien fonctionner. Un Canadien sur 5 aura un problème de santé mentale à un moment de sa vie. De manière générale, le fait d'être malade, que ce soit des problèmes cardiaques, du diabète ou des problèmes de santé mentale, aura beaucoup de conséquences sur la vie de la personne concernée. Ainsi, les problèmes de santé mentale ont des conséquences sur de nombreux aspects de la vie, tels que le travail, la vie sociale et surtout la vie familiale. Si l'un des parents ou les deux parents ont un problème de santé mentale, cela a presque toujours un impact sur la vie de leur enfant. Pour éviter que l'enfant ne développe des problèmes, il est crucial d'aider l'enfant à comprendre ce qui se passe à la maison.
Pour illustrer, regardons la famille de Patrick, Christine et leur enfant. Rose, qui a 14 ans, et Maxime, qui a 11 ans. Patrick, le père, souffre de dépression depuis longtemps. Ces périodes dépressives font qu'il peut parfois être très introverti ou renfermé sur lui-même. Il ne peut pas donner à sa famille l'attention qu'il aimerait lui donner. Il y a quelques semaines, Rose est rentrée à la maison avec un excellent bulletin. Mais Patrick ne lui a rien dit et Rose s'est sentie très triste. Elle avait fait de son mieux pour remonter le moral de son père avec ses bons résultats. Maxime, de son côté, est déçu que son père ne veuille plus le regarder jouer au soccer. Et il ne comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup de familles qui se reconnaîtront dans ce genre de problème. Les parents ont souvent du mal à parler de leurs problèmes de santé mentale avec leurs enfants, généralement parce qu'ils ne veulent pas qu'ils s'inquiètent. Parfois, ils ne savent pas quoi dire aux enfants, ou s'ils doivent leur parler de leurs problèmes de santé mentale, alors ils n'en parlent pas. Pourtant, les enfants ont besoin d'explications afin de comprendre que ce n'est pas de leur faute ou de la faute de leurs parents, mais que ce sont les problèmes de santé mentale qui poussent le parent à se comporter de cette manière. Avec des explications, Rose pourrait mieux comprendre que son père est fier d'elle, mais qu'il n'est parfois simplement pas capable de lui dire. Aussi, Maxime pourrait demander à son père s'il aimerait venir le voir jouer au soccer quand il se sentira mieux. Entamer une conversation sur des problèmes de santé mentale d'un parent peut être compliqué. Les professionnels qui offrent des services aux parents atteints de problèmes de santé mentale peuvent aider. Ils peuvent aider les parents à entamer une discussion avec leur enfant. De plus, ils peuvent s'assurer que les discussions concernant la parentalité et le bien-être des enfants fassent partie du traitement. Cela profiterait non seulement aux enfants, mais aussi aux parents. Donc, vous venez de voir ici justement un exemple d'outil qu'on a pu développer et qui dresse un petit peu justement le portrait de ce que peuvent vivre ces familles-là. Et dans la littérature finalement et dans les observations aussi, Sylvain, tu pourras sans doute en témoigner aussi dans tes observations sur le terrain. Mais ce qu'on observe, c'est que du fait de l'ensemble des défis qui se posent à ces familles-là, les jeunes qui ont un parent qui a un problème de santé mentale constituent souvent un groupe très vulnérable qui est plus à risque de développer des difficultés sociales, des difficultés scolaires, comportementales et des problèmes de santé physique et de santé mentale. Mais ce qu'on sait et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que le risque que ces jeunes développent de telles difficultés peut être vraiment considérablement réduit à partir du moment où on leur propose des mesures de soutien, des interventions qui sont appropriées. Donc, conscient de ces résultats-là et de la prévalence de ces jeunes, les jeunes, on dit que certaines études disent qu'il y aurait jusqu'à 20% des jeunes qui auraient un parent qui a un problème de santé mentale au cours de sa vie. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se penchent sur qu'est-ce qu'on peut proposer à ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les soutenir dans leur développement, dans leur processus de résilience. Et donc, il y a à la fois des chercheurs. Avec Geneviève, on a développé un laboratoire, donc l'approche pour travailler autour de ces questions-là. Mais de plus en plus, il y a également des instances politiques. On voit de plus en plus des plans d'action gouvernementaux qui visent à développer des services pour ces jeunes-là, qui visent à ce qu'il y ait davantage de sensibilisation, par exemple, dans les milieux scolaires, etc. Puis, on voit évidemment aussi un certain nombre d'organismes communautaires qui sont très impliqués, puis notamment la Boussole en fait bien sûr partie. La Boussole fait partie du réseau plus large qu'on appelle le réseau Avant de craquer, mais il y a aussi par exemple des organismes comme Proche Aidance Québec qui sont très impliqués pour essayer de développer justement une offre de services et des outils pour ces jeunes-là. Donc, c'est en pleine émergence et il y a une sorte un peu d'ébullition en ce moment autour de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mieux soutenir ces jeunes. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour bien soutenir ces jeunes et pour bien soutenir leur famille, c'est très important de partir de ce que les jeunes et ce que les familles considèrent comme étant important. Plus on va répondre à leurs besoins perçus,
mieux les outils, mieux les interventions seront reçues et plus elles seront a priori efficaces. Et quand on regarde dans la littérature, finalement, il y a un certain nombre d'études, puis on en a mené au sein de l'approche, qui se posent justement, qui ont rencontré des familles, des jeunes, des parents, et qui leur ont posé la question de quoi vous auriez besoin justement pour améliorer le quotidien, faciliter la résilience face aux défis qui se présentent, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 4 grands domaines, disons, d'éléments importants, à la fois un besoin d'information, on l'a vu dans la vidéo de tantôt, à partir du moment où les jeunes et les familles ont de l'information sur les problèmes de santé mentale, sur les possibilités de traitement, par exemple, qui sont disponibles, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Les jeunes et les familles soulignent souvent aussi l'importance d'essayer d'œuvrer pour que les environnements de vie soient le plus exempts de stigmatisation et de préjugés. Donc, pour pouvoir évoluer dans des environnements où ils se sentiraient à l'aise de parler de ce qu'ils vivent à la maison, à l'aise d'en parler, par exemple, pour les jeunes, avec des professeurs, avec des amis, etc. Évidemment, un aspect central d'aide, résiderait dans le soutien formel et informel qu'on pourrait offrir à ces familles-là. Donc, soutien par des professionnels, justement comme ou des associations comme la Boussole, mais soutien aussi par exemple, d'autres adultes significatifs dans le milieu de vie de l'enfant, soutien par les pairs, les professeurs, etc. Et enfin, les jeunes et les familles disent avoir besoin de stratégies concrètes pour mieux faire face aux défis. En termes de stratégie, ce qui ressort des études, là encore, et ce qui ressort de ce que les jeunes et les familles partagent, c'est des éléments davantage, qui s'organisent autour de 6 grands domaines. La littératie en santé mentale. Donc là, comme je disais tantôt, avoir besoin d'informations à propos des principaux troubles de santé mentale, à propos de comment on peut mieux soutenir les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, etc. Également, des stratégies autour des stratégies de coping. Donc, apprendre à développer des stratégies pour faire face aux défis, notamment des stratégies de gestion de stress, etc. Également des stratégies qui sont très liées aux relations, notamment aux relations familiales. Donc, comment améliorer la communication, notamment la communication parent-enfant, que ce soit autour d'une discussion sur les problèmes de santé mentale, mais de façon plus générale, comment se parler de façon ouverte et chaleureuse. Plus généralement, comment faire que dans une famille, on arrive à établir des relations chaleureuses, bienveillantes, puisque ce serait un des facteurs qui fait que la famille peut ensuite développer sa résilience, c'est quand le fonctionnement familial est facilité et quand chacun se sent justement à l'aise au sein de la famille. Des stratégies de résolution de problèmes et des stratégies pour améliorer le sentiment d'être soutenu, donc le réseau social. Donc, ces éléments-là sont puis je pense que Sylvain, ce que tu vas nous présenter tantôt va aussi pas mal rejoindre ces éléments-là. Et dans les approches et les moyens d'intervention à préconiser, il y a de l'éducation psychologique, donc on le répète, mais il y a vraiment un effort d'information, de transmission de stratégies concrètes aussi à ces jeunes, à ces familles. Ce que les jeunes et les familles attendent, c'est aussi des applications pratiques. C'est très recommandé de prévoir des outils pour les enfants, mais aussi pour les parents, puis parfois même des outils qui permettent aux enfants et aux parents d'interagir ensemble. L'importance du partage et de la normalisation des émotions et du vécu. Les jeunes et les familles en témoignent beaucoup et ça rejoint ce qu'on disait tantôt sur la stigmatisation, la peur d'être différent, le sentiment d'être peut-être inadéquat, mais il y a vraiment ce besoin de sentir qu'il y a beaucoup d'autres familles qui vivent avec ces mêmes difficultés et c'est voilà. Soutien par les pairs.
Je sais qu'à la boussole, vous mettez beaucoup l'accent aussi là-dessus, mais comment faire pour que les jeunes rencontrent d'autres jeunes aussi qui vivent les mêmes genres de défis, par exemple. L'importance d'adapter les activités selon le groupe d'âge, on va beaucoup insister là-dessus avec Geneviève tantôt, mais c'est évidemment très différent ce qu'on peut proposer à des enfants de 8-11 ans, par exemple, et ce qu'on va proposer à des jeunes de 14 à 18 ans, par exemple. Et évidemment, je dis évidemment, mais souvent c'est une approche qui ressort actuellement dans toute l'intervention santé mentale, mais l'approche centrée sur les forces qui est vraiment à mettre de l'avant dans ces interventions. Ah, ça marche plus. Étrange. Donc Sylvain, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ce que la boussole met en place pour ces jeunes. Tout à fait. Merci, Aude. Écoutez, je commence en vous disant là, que moi, de mon côté, je n'ai pas préparé de PowerPoint. Je vous laisse vous alimenter de ma belle voix suave pour apprendre un petit peu ce qu'est la boussole, qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes. Donc, la boussole, c'est un organisme communautaire qui est situé là, dans la région de Québec, dans la capitale nationale. Le but de la boussole, là, la mission est vraiment d'offrir du soutien aux membres de la famille, de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques là, qui sont reliées à un trouble de santé mentale. On offre une gamme de services là, afin d'aider ces gens-là, afin de les informer, de les outiller pour améliorer la qualité de vie. Donc, la mission du programme Enfance-Jeunesse s'inscrit dans la même veine. Hein, c'est pour une clientèle spécifiquement là, qui est de 8 à 17 ans. Avant, on était plus dans le 7. On a augmenté l'âge un petit peu. Par contre, il y a toujours une certaine malléabilité là, de notre côté, selon les besoins du jeune, mais aussi où est-ce qu'il est rendu dans son parcours. Donc, bien que la majeure là, du programme Enfance-Jeunesse soit les groupes d'entraide, il y a un service d'aide individuelle qui est aussi proposé aux enfants ou aux adolescents là, qui ne sont pas à l'aise de faire partie d'un groupe ou qui ne sont pas prêts à en faire partie non plus. Bon, la boussole offre différents services. Je ne m'étalerai pas trop là-dessus. Je vous invite à consulter quand même le site Internet là, si jamais vous avez des questions additionnelles. Important tout de même de mentionner là, que bon, il y a des groupes d'entraide pour les mineurs autant que pour les personnes adultes. On a des conférences qui sont données, un service d'écoute téléphonique, donc un éventail de services là, que vous pouvez consulter sur notre site Internet. Au niveau du programme Enfance-Jeunesse, c'est vraiment là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. Je me permets d'ailleurs de saluer là, mes collègues du programme Enfance-Jeunesse, Julie Bello et Charles Desmel, là, qui sont présents à la conférence aujourd'hui. Donc, le programme Enfance-Jeunesse, comme je disais, 8 à 17 ans. C'est des groupes d'entraide qui se déroulent autant durant la période scolaire que durant la période estivale. Dans la période scolaire, on a des groupes qui sont le samedi matin pour les enfants et pour les adolescents, ça se déroule le jeudi soir aux 2 semaines. Puis, durant l'été, on offre un camp de jour pour les enfants de 8 à 12 ans. Puis, les groupes pour les adolescents, là, en soirée, se poursuivent. Souvent, à leur demande, les adolescents sont aussi parfois là, invités à des sorties de groupe pour que autant les enfants que les adolescents puissent se retrouver ensemble. Souvent, il y a de la fratrie aussi là, dans nos jeunes. Donc, voilà. Important aussi de mentionner qu'il y a un service de transport en autobus scolaire qui est offert là, aux enfants et aux adolescents, aux enfants durant le camp de jour et aux adolescents en tout temps. Donc, dans un rayon d'une 30aine de kilomètres, là, je vous dirais, de la boussole, dans le but de permettre aux enfants et aux adolescents d'assister aux rencontres. Des fois, bon, les parents n'ont pas nécessairement de voitures ou des moyens pour se rendre à la boussole. Alors, ça permet aux enfants et aux adolescents là, d'être présents avec nous. Au niveau des critères d'admission, au programme Enfance-Jeunesse, donc, bien évidemment, je l'ai dit, hein, c'est d'avoir entre 8 et 17 ans. Il faut avoir un proche qui présente des manifestations cliniques, comme je disais tout à l'heure, qui sont reliées à un trouble de santé mentale. Donc, pas besoin d'avoir un diagnostic nécessairement. On va travailler avec les symptômes, avec les manifestations, sans nous-mêmes poser de diagnostic. On n'a pas la prétention là, de vouloir faire ça. C'est vraiment qu'on va travailler avec le jeune à partir de là s'il n'y a pas de diagnostic émis, avec ce qu'il constate chez son parent. Puis, il y a moyen quand même de bien travailler là, de cette façon-là. Avant 14 ans, évidemment, ça nous prend, nous, le consentement des 2 parents là, de l'enfant pour qu'il puisse participer au programme Enfance-Jeunesse de la boussole. Ça, c'est bien important. J'ai envie de vous parler un petit peu du portrait type des jeunes de la boussole également, ainsi que leur vécu là, en lien avec le proche
qui a la problématique de santé mentale. Évidemment, on n'a pas de portrait universel pour les enfants qui ont un proche atteint d'une problématique de santé mentale. J'aime dire que c'est des jeunes qui sont des jeunes. Donc, un enfant de 8 ans est quand même un enfant de 8 ans, va se comporter comme un enfant de 8 ans. Puis c'est la même chose pour un adolescent de 14 ans. Il va avoir des enjeux d'adolescent quand même. Ce qui veut dire que c'est des jeunes qui peuvent facilement passer sous le radar, là, notamment dans les milieux scolaires, parce qu'on ne crie pas sous tous les toits qu'on a un proche qui a une maladie mentale ou qui a un trouble de personnalité, par exemple, ou même qui a simplement des manifestations de troubles mentaux. Alors, c'est important de comprendre que même si on ne le sait pas au début d'un lien qu'on crée avec un jeune, éventuellement, avec la création du lien de confiance, on peut apprendre finalement que ceci explique cela, parce que c'est des jeunes qui sont des jeunes, qui se comportent comme des jeunes. Évidemment, il y a certaines caractéristiques qu'on constate. On voit que c'est des jeunes régulièrement qui sont plus matures que leur âge en raison d'un vécu familial qui est plus difficile, plus houleux parfois. Pas nécessairement en tout temps, mais des fois, il y a des périodes, des vagues chez les personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Donc, c'est là que ça peut devenir plus difficile pour les enfants. Ils apprennent un peu plus vite que leur âge, là, souvent. Donc, on va constater ça. C'est des jeunes qui peuvent vivre dans l'imprévisibilité, donc qui peuvent être parfois plus anxieux, craintifs par rapport aux réactions de leurs parents qui sont justement parfois imprévisibles. C'est des jeunes aussi qui peuvent être un petit peu désabusés. On le voyait dans la vidéo que Aude nous a présenté. C'est des jeunes qui peuvent, par exemple, avoir certaines attentes envers leurs parents. On voyait le petit bonhomme là, qui parlait de son match de soccer, que papa était plus à son match de soccer, qui était content quand papa était là. Ça se peut que papa ait dit, je vais être à ton match de soccer, mais qu'il n'avait pas l'énergie pour y aller là, durant cette journée-là. Donc, ça crée certaines déceptions, puis un certain désabusement, là même, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, chez nos jeunes, particulièrement les adolescents, là, chez qui on va voir ce type d'attitude-là. Leur vécu peut comprendre évidemment des hospitalisations du proche, des interventions policières, par exemple, si les situations se dégradent, ça peut impliquer certains conflits familiaux. Puis, ça peut même mener là, à des signalements en protection de la jeunesse là, si les manifestations, les problématiques de santé mentale sont suffisamment importantes là, pour affecter la sécurité ou le développement là, des enfants qui sont concernés. J'ai oublié de le dire, mais ça a été mentionné au début. Évidemment, là, si vous avez des périodes, des questions, il va y avoir une période de questions là, à la fin, donc n'hésitez pas. Les parents de la boussole. On a parlé des enfants, mais les parents, qui ils sont? De façon générale, encore une fois, il n'y a pas de portrait type de chaque parent. On parle de parents qui ont une problématique de santé mentale. Actuellement, la majeure qu'on a là, au niveau des problématiques qu'on constate chez les parents de nos jeunes, c'est la dépression, le trouble bipolaire, les troubles anxieux. Puis aussi, on voit beaucoup de gens qui ont des troubles de personnalité limite. Certains jeunes nous consultent, font partie du groupe avec un parent qui n'a pas de diagnostic, mais on se rappelle toujours par contre que le parent a donné son autorisation en bas de 14 ans là, pour que l'enfant soit quand même là, même s'il n'y a pas de diagnostic. C'est des parents qui reconnaissent, par contre, généralement, là, leurs problématiques de santé mentale, qui acceptent aussi que leur enfant en parle librement, donc qui ont fait déjà ce cheminement-là, puis ça, c'est important. Un groupe qui est volontaire, la boussole, si on a un jeune qui ne veut pas parler, qui ne se sent pas à l'aise de parler de ça, ou un parent qui ne veut pas que l'enfant en parle, c'est pas la place probablement, on n'est pas rendu à ce stade-là. Donc voilà, c'est des parents qui sont soucieux du développement, en tout cas c'est ce qu'on constate, c'est des parents qui sont soucieux du développement de leur enfant, qui souhaitent que leur enfant, leur adolescent soit outillé pour bien comprendre la problématique de santé mentale. Puis vous allez voir tout à l'heure, on travaille sur plein de choses, sur plein d'aspects là, de cette problématique-là, mais aussi des aspects qui concernent les jeunes directement. Puis c'est des parents qui sont aussi constamment mis à contribution par les intervenants du programme Enfance-Jeunesse via des suivis qui sont rigoureux, donc des suivis téléphoniques souvent, mais aussi en personne si le parent manifeste le besoin. Pour qu'on soit toujours au fait des derniers développements familiaux. Les petites situations de crise, les petits bumps qui peuvent survenir, c'est important qu'on soit au fait parce qu'après ça, on peut reprendre ça avec les enfants, normaliser la situation aussi, puis leur expliquer comment eux, ils peuvent se sentir mieux dans tout ça. On va parler des besoins des jeunes qui fréquentent le programme Enfance-Jeunesse de la Boussole. Aude en a parlé un petit peu, encore une fois, là, dans sa présentation tout à l'heure. Les jeunes, d'abord et avant tout, ils ont besoin d'informations. La santé mentale, c'est quelque chose
que nous, comme adultes, on comprend de mieux en mieux, je pense, puis de quoi on est de plus en plus à l'aise de parler. Par contre, pour un enfant, c'est très abstrait. Donc, on a besoin de vulgariser un peu ça pour l'expliquer aux jeunes, pour les informer de comment ça se manifeste, la problématique de santé mentale chez son proche. Quand je dis proche, on parle de parents, mais ça peut aussi être un grand frère, une grande sœur, un oncle, une tante, toute personne significative là, qui gravite dans l'entourage de l'enfant. Ils ont besoin de normaliser leur vécu. Ça se fait à travers les échanges avec les autres participants. Donc, ça, c'est important de le mentionner. Le groupe d'entraide est là pour ça et c'est extrêmement efficace. Les jeunes, souvent, un des premiers commentaires qui va ressortir, c'est vraiment qu'ils se sentent bien dans ce groupe-là, qu'ils sentent que c'est la première fois qu'ils peuvent nommer des choses puis se sentir compris en lien avec ce qu'ils vivent à la maison. C'est des jeunes qui ont besoin de ventiler sur le vécu passé, mais aussi sur le vécu présent, évidemment. C'est des jeunes qui ont un besoin de réassurance. Ils ont besoin de raviver l'espoir parfois aussi. C'est difficile de vivre avec un proche qui a un trouble mental, de vivre avec des promesses qui sont parfois brisées à cause d'une situation de crise, d'une situation qui est plus difficile. Donc, parfois, ils ont besoin de raviver l'espoir ou d'apprendre à lâcher prise pour certains aussi, parce que bon, chez les adolescents particulièrement, les déceptions se sont peut-être accumulées, donc on peut aussi leur montrer l'importance de lâcher prise. Ensuite, il y a un besoin de répit. Mine de rien, on fait pas juste des ateliers à la boussole. On va jouer, on va se dégourdir, c'est important. Les jeunes ont besoin de ça. Ça leur permet de décrocher aussi, de pas juste se dire qu'à la boussole, ils viennent pour une problématique, pour quelque chose qui est lourd. Donc, on prend toujours le temps là, avec les jeunes, de jouer, de s'amuser aussi avec eux. Les types d'interventions qui sont préconisées lors des activités de groupe, bien évidemment, ça va être des ateliers de discussion, des échanges sur les problématiques de santé mentale qu'ils constatent. Mais aussi des échanges sur eux-mêmes, sur comment ils se sentent, comment ils vont. On va travailler différentes problématiques, différentes facettes de l'enfant qui peuvent l'outiller par rapport à leurs proches. Le renforcement de l'estime de soi, la communication saine, le développement des habiletés sociales. On va parler de parentification, par exemple. Donc, parfois, de prendre le rôle du parent alors que ça ne nous appartient pas nécessairement comme enfant, comme adolescent. Donc, on va ratisser quand même assez large là, au niveau de ce qu'on va aborder avec les enfants et les adolescents. On va utiliser tout atelier ludique, des photolangages, des bricolages, des lettres aux proches, du théâtre, de l'improvisation en lien avec la communication, par exemple, des techniques d'impact pour initier des discussions. La lecture de livres thématiques aussi, ça on va en parler un petit peu plus tard. Donc, il y a un éventail, encore une fois, là, de possibilités qui nous permettent là, d'aborder ça avec les jeunes. Évidemment, on va faire des jeux, comme je disais, là, qui permettent le répit. On va faire des séjours extérieurs aussi en camping avec les jeunes. Là, évidemment, avec la pandémie, ça a été plus difficile, vous comprendrez. Par contre, on va être bon pour reprendre ça et c'est quelque chose qui est très apprécié parce que ça fait en sorte que les jeunes, surtout les adolescents, développent un sentiment d'appartenance au groupe. Puis ça leur permet évidemment d'approfondir certains sujets. Ça nous permet aussi là avec eux d'approfondir certains sujets. Puis au niveau des techniques d'intervention, des types d'intervention, il y a un suivi individuel, comme je disais tout à l'heure, qui est possible si le jeune en manifeste l'intérêt. Voilà. Aude, dis-moi, est-ce que j'ai le temps pour parler un petit peu des obstacles là, à la demande de soutien? 2 minutes, Sylvain? Ou... Parfait, on y va comme ça. Ça me convient. Donc, il peut y avoir certains obstacles à la demande de soutien, autant de la part du jeune que de la part du parent. Parfois, on va avoir des parents qui sont craintifs de ce que leur enfant va apprendre par rapport à la maladie mentale, aux troubles de santé mentale. Évidemment, on est là pour rassurer. C'est aussi notre rôle comme intervenant là, de rassurer les parents à ce niveau-là. Un des obstacles, ça peut être d'obtenir le consentement écrit. Il y a des parents qui sont pas ouverts, qui sont pas rendus à savoir que leur enfant va parler d'eux. Donc, ça fait partie, malheureusement, là, des défis qu'on va voir. Un obstacle peut être justement parallèlement la reconnaissance de la maladie ou du trouble à proprement dire. L'horaire peut être limitatif aussi pour certaines familles. Si mon enfant il y a du soccer le samedi matin, il peut pas participer au groupe du samedi matin. Je fais quoi? Évidemment, on va offrir le camp de jour du programme Enfance-Jeunesse. Autrement, on va offrir des suivis individuels, mais il y a une plage horaire pour les groupes
Donc, ça peut être limitatif. Puis finalement, le dernier obstacle, c'est la distance physique là, avec l'organisme. C'est certain que si le parent demeure à 40, 50 kilomètres, on peut offrir des activités en virtuel, mais ça peut devenir un obstacle. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il y a un transport scolaire là, qui est offert aux jeunes dans un rayon d'une trentaine de kilomètres, ce qui est quand même assez intéressant là, pour les familles. Voilà. Merci Sylvain pour ton efficacité. Geneviève, je vais te laisser poursuivre. Merci Aude. En tout cas, bravo Sylvain. C'est toujours impressionnant de vous entendre, d'entendre ce qui se fait à la boussole. Je trouve ça vraiment génial. Ils sont très chanceux de vous avoir dans cette région du Québec. Alors, je vais prendre quelques minutes aussi pour vous présenter certains des outils qu'on a développés, nous, dans le laboratoire L'Approche. Donc, juste peut-être pour faire une petite mise en contexte, on a développé le labo de recherche il y a 3 ou 4 ans maintenant. Et là, je perds le fil. 3 ou 4 ans. Et puis, notre objectif, vraiment, c'est de mener des projets dans le but de mieux comprendre ce qui se passe dans ces familles-là, dans les familles où il y a un parent qui a un trouble mental et mieux comprendre finalement les besoins des enfants, des jeunes, des familles. Mais aussi de développer des outils et des interventions pour eux et d'évaluer ensuite leur efficacité. Donc, dans les dernières années, à travers différents projets qu'on a menés, nous avons développé plus de 30 outils, je crois, pour les enfants, les adolescents, jeunes adultes, mais aussi pour la population générale, les professionnels et les parents. Donc, la vidéo que Aude a présentée au tout début de la présentation en était un exemple. Il y en a d'autres aussi. Et pour les professionnels, on a développé notamment une formation gratuite. En fait, je dis on a développé, elle est en fin de développement, elle devrait être disponible, je crois, si tout va bien, au courant de l'automne. Donc, ce sera une formation gratuite. Et nous avons aussi publié un ouvrage collectif que vous pouvez retrouver, là, qui a été publié auprès de l'Université Laval. Maintenant, les outils plus pour les enfants et les familles, je vais vous présenter ceux pour les enfants dans quelques minutes. Aude va vous présenter ceux pour les ados et jeunes adultes aussi, quand on va parler peut-être dans 10-15 minutes. Pour les parents, maintenant, je voulais juste vous donner un bref aperçu de ce qu'on a développé pour eux. Pour les parents qui ont un trouble mental et leurs partenaires, en fait, on a développé plusieurs fiches d'information et de réflexion. Chacune est constituée d'environ 5 à 7 pages, je dirais, et ces fiches-là sont centrées sur les thématiques qui ont été jugées comme étant les plus pertinentes ou importantes par les familles, notamment les parents. Et c'est des fiches qui ont été développées entre autres avec des parents qui ont un trouble mental et aussi avec l'aide et le feedback, là, je dirais la rétroaction de certains intervenants. Donc ça nous a grandement aidé et je crois que ça fait en sorte que les fiches sont plus... En fait, le niveau de langage a été validé aussi auprès des parents, la pertinence du contenu et des exercices qu'on proposait. Nous avons aussi développé des capsules témoignages qui seront prêtes bientôt aussi, peut-être durant l'été, j'ai bon espoir, qui portent plus particulièrement sur la communication dans la famille, en fait, mais entre les parents et les enfants, notamment la communication autour de la santé mentale. Donc, ça, je pense que ça va être très intéressant pour les professionnels, les intervenants, mais aussi pour les parents, évidemment. Ensuite, en fait, aussi, ce qui est important de nommer, c'est que ces outils-là ont été partagés avec le réseau Ventre craqué et avec les associations qui le composent. En fait, le réseau a développé ou a créé, disons, 3 dossiers spéciaux sur la plateforme web. Donc, les outils sont déjà, en fait, tous accessibles en ligne si vous voulez les consulter. Je voulais aussi vous parler plus particulièrement d'un outil, en fait, d'une intervention qu'on a développée pour les enfants et leurs parents, qui s'appelle Famille Plus, qui est un programme, en fait, qu'on a adapté d'un programme américain qui a été développé par William Bursey à l'Université de Harvard, qui s'appelle le programme Family Talk, qui est un programme qui est considéré comme étant probant, c'est-à-dire qui a été montré comme étant efficace pour réduire les problèmes de santé mentale chez les enfants qui vivent avec un parent qui est dépressif. Nous, on l'a adapté au contexte québécois, mais au-delà de ça aussi, on a voulu en créer, l'adapter pour qu'il soit un programme multifamilial, donc de groupe.
Alors, c'est ça. On voit ici la structure générale du programme. Donc, on voit ici que, quand je vous disais, c'est un programme de groupe, c'est-à-dire qu'on a des groupes pour enfants et pour parents qui se rencontrent donc en parallèle ou en simultané, si vous voulez, et qui passent à travers vraiment le même contenu, là, les mêmes thématiques sont vues dans les deux groupes de façon simultanée. Les thématiques ciblées par les rencontres sont les mêmes que Aude vous a présentées il y a quelques instants, c'est-à-dire c'est celles qui sont reconnues comme étant les plus pertinentes ou importantes à cibler là, dans un contexte quand on est dans une famille qui a un parent qui a un trouble mental. Donc, il y a par exemple, on porte beaucoup d'attention sur la relation parent-enfant, le développement du réseau de soutien et aussi différentes stratégies pour faire face à ce qu'ils peuvent vivre dans leur famille. Le cœur du programme, on peut le voir ici en caractère gras, c'est la rencontre familiale individuelle. Donc, à la rencontre 6, on invite les familles vraiment individuellement à venir nous rencontrer et c'est pour eux une occasion de parler du problème de santé mentale du parent, en fait. Donc, et pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont parler vraiment du problème de dépression du parent. Donc, c'est la première fois qu'ils communiquent, qu'ils parlent de ça, qu'ils parlent des enjeux qu'ils peuvent rencontrer dans la famille et possiblement aussi des solutions, des stratégies qu'ils peuvent mettre en place comme famille pour que ça se passe mieux dans le futur. Ce programme-là aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est un programme pour lequel on a développé vraiment des activités et des outils plus spécifiques pour les enfants. À l'origine, le programme américain n'avait pas nécessairement prévu de rencontres pour les enfants, c'était plutôt pour les parents. Donc, nous, on a vraiment poussé là-dessus puis développé particulièrement ces outils-là pour s'assurer que le contenu qu'on voulait transmettre aux enfants soit compréhensible, soit vraiment clair pour eux et aussi qu'il soit adapté, en fait, aussi et sécuritaire pour eux. On peut penser que ça peut être un peu stressant pour certains enfants de discuter de maladies mentales, de crise familiale, des éléments comme ceux-là. Donc, on voulait s'assurer que ça soit vraiment à la fois clair, mais aussi sécuritaire. Donc, on a développé notamment un livre de bibliothérapie que je vais vous présenter dans un instant. Tu vas trop vite pour moi, Aude, excuse-moi. Un thermomètre de l'humeur, une affiche et des cartes des émotions, ainsi que des cartes des besoins. Les cartes des besoins, vraiment, c'est tout simple. C'est vraiment des cartes avec différentes émotions sur chacune. Et les enfants peuvent s'en servir pour communiquer avec leurs parents, dire en fait de quoi ils ont besoin. Parfois, ça peut être bien compliqué pour certains enfants de juste nommer à leurs parents qu'ils sont particulièrement stressés ce jour-là ou qu'ils trouvent la situation familiale difficile, qui ont besoin d'un câlin, qui ont besoin de parler, quoi que ce soit. Donc, ils peuvent utiliser les cartes comme ça pour les mettre soit sur le frigo ou ailleurs. On a aussi développé des activités spécifiques comme prendre le pouls de tes émotions, une activité de cercle de soutien et une activité de percussion corporelle qui les amène à plus prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, de leurs émotions et leur permet de bouger aussi à travers les rencontres. Voici le livre de bibliothérapie dont je vous parlais. Donc, ça, c'est un livre qui a été co-développé avec notre labo, mais aussi avec des enfants qui nous ont beaucoup aidés à l'améliorer et aussi certains intervenants, notamment de la boussole. Et si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un article qu'on a publié là-dessus en fait, c'est le mémoire d'une de mes étudiantes que vous pouvez consulter si vous voulez plus d'informations. Mais c'est un outil qui a été grandement apprécié par les enfants et les parents et aussi par les intervenants. Donc, je pense que c'est un atout de plus dans notre boîte à outils. Ensuite, on a aussi réalisé une étude pilote sur notre programme Famille Plus. C'est vraiment une étude pilote parce que ça a été fait vraiment dans l'objectif de valider si c'est des contenus puis des activités qui étaient acceptables et positifs, vraiment appréciés par les familles. Et jusqu'à quel point aussi, on voulait aussi valider jusqu'à quel point c'était sécuritaire pour les enfants et les parents de discuter de ces éléments-là. Est-ce que les activités étaient perçues comme étant stressantes ou est-ce que ça se passait bien, etc. Donc, on a fait cette étude pilote-là. Aude, si tu peux juste changer, s'il te plaît. Et aussi, l'autre point, c'est qu'on a voulu aussi valider un peu c'était quoi les effets préliminaires, les effets perçus
de la participation au programme, notamment sur leur littératie en santé mentale, mais aussi sur, par exemple, leurs émotions en lien avec le trouble mental du parent et en lien aussi s'il y avait des effets préliminaires qu'on pouvait percevoir concernant ce qui se passe au niveau des dynamiques familiales, la relation parent-enfant, etc. Donc, on a utilisé un devis de méthode mixte, c'est-à-dire qu'on avait à la fois certains questionnaires, mais aussi on a réalisé des entrevues avec chacun des participants. Donc, il y avait juste 8 participants, mais comme je le disais, c'était une étude pilote. Alors, brièvement, on peut voir que leur participation leur a permis de bonifier leur compréhension de différentes thématiques sur la santé mentale et les impacts possibles sur la famille, toutes ces questions-là. Donc, on a vu une augmentation de la littératie et une diminution aussi des émotions négatives perçues par rapport au trouble mental du parent. Au niveau des interactions positives, donc des interactions dans la famille, c'était plutôt stable. Donc, entre après leur participation, il n'y a pas eu vraiment de changement majeur. Par contre, à travers les entrevues, plusieurs participants nous ont nommé avoir perçu des effets de leur participation sur leur dynamique familiale, sur leur pratique parentale, et ça, même de la part des parents, mais aussi de la part des enfants. Donc, on voit ici une mère qui dit qu'elle écoute beaucoup plus depuis qu'elle a participé à Famille Plus. D'autres mentionnent qu'ils comprennent mieux leurs enfants, sont plus en mesure de se mettre à la place de leurs enfants pour comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Et on voit aussi que les enfants nous nomment qui semblent percevoir moins de conflits dans leur famille depuis leur participation. Donc, c'est des données vraiment très, très pilotes. Notre objectif, c'est évidemment de tester le programme avec un échantillon beaucoup plus large et à travers vraiment de façon plus exhaustive. Mais pour l'instant, ce sont des données qui sont positives et qui sont très, très encourageantes, je dirais. Aude, je te laisse la parole. Merci. Merci Geneviève. Donc c'est ça, Geneviève vient de vous présenter un aperçu des outils qui sont proposés aux plus jeunes. Moi, je vais parler un peu plus des outils qui sont proposés aux adolescents puis aux jeunes en transition vers l'âge adulte, puis vous expliquer un petit peu la démarche qui a fait qu'on est arrivé à ces outils-là. Donc en fait, ça a commencé par un projet qu'on a mené avec Geneviève à partir de 2018, qui a été financé par le CRSH et qu'on a mené en partenariat avec le réseau justement Avant de craquer, dont on vous parlait tantôt. Et on a rencontré 10 jeunes de 18 à 25 ans qui avaient un parent atteint d'un trouble mental ou qui suspectaient la présence d'un trouble mental chez le parent. Tu disais, Sylvain, il n'y avait pas forcément besoin de diagnostic. C'est important parce que souvent, il n'y en a pas de diagnostic justement. Donc, on a utilisé une méthodologie Photo Voice, qui est une méthode qui repose beaucoup sur la photographie et puis les échanges en groupe autour des photos. Et la thématique générale du projet, c'était qu'est-ce que devenir adulte quand on a un parent qui a un problème de santé mentale. Donc, les jeunes, sur la base de photographie, sur la base de discussions en groupe, ont partagé avec nous à propos de leur vécu, de ce qu'ils trouvaient plus difficile, de ce qui les aidait aussi à faire face aux défis. Et le but du projet, c'était vraiment un but très appliqué, puisque à l'issue du projet, l'objectif, c'était de soutenir les associations du réseau Avant de craquer dans leur volonté de co-construire avec des jeunes des outils de sensibilisation sur le vécu des jeunes concernés et des outils de soutien pour les jeunes eux-mêmes. Donc, on savait qu'à la fin, on voulait des choses concrètes qui allaient servir à sensibiliser différents publics, puis qui allaient aider les jeunes concernés. Puis je vous ai mis, vous verrez qu'à la fin du diapo, il y a des références à nos articles. Puis si vous voulez aller voir un peu plus de détails sur ces études-là et sur ce que les jeunes ont partagé, les articles sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, 3 grands types d'outils ont été développés dans le cadre de ce projet-là. Comme je disais, avec les jeunes, par les jeunes. Nous, on les a plutôt soutenus dans le processus. Vous avez vu, j'ai mis plein de codes QR partout, c'est comme un peu chargé, mais c'est juste pour que vous puissiez accéder à ces outils-là qui sont disponibles gratuitement en ligne, que vous pouvez utiliser, vous pouvez les afficher dans vos associations si ça vous tente, vous pouvez les diffuser autour de vous.
ça nous fera vraiment plaisir. Donc, vous pouvez trouver sur le site de notre laboratoire une exposition numérique avec les photos commentées par les jeunes qui sont à l'origine de ces photos-là. Je vous ai mis ici une photo qui a été prise par Claudia, qui va nous rejoindre tout à l'heure, là, mais qui explique qu'est-ce que c'est que devenir adulte, et quand on a un parent qui a un problème de santé mentale, et elle le compare à un arbre qui pousse à travers l'ombre et la lumière, puis on essaye de trouver l'oxygène, puis il y a des aspects positifs, il y a des aspects plus compliqués. Je vous encourage vraiment à aller voir cette expo. Puis comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble, aussi dans le cadre d'activités, par exemple, que vous souhaiteriez animer. Ça peut être un support qu'on pense intéressant. Les jeunes ont souhaité aussi réaliser des affiches qui seraient destinées à être affichées dans des milieux scolaires, par exemple, ou dans des associations. Je crois, si je me souviens bien, que la boussole ou la lueur de l'espoir, en tout cas, certaines associations du réseau Avant de craquer ont déjà affiché ces affiches dans leurs locaux. Les jeunes nous disaient, ce qui compte, c'est que dans les milieux qui sont fréquentés par des jeunes en général, les jeunes puissent avoir accès à certains messages clés qui interpellent et qui disent vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres jeunes qui ont un parent qui a un problème de santé mentale, il y a d'autres jeunes qui peuvent trouver ça plus difficile, et il y a des ressources pour nous, pour vous. Ici, on avait le numéro d'appel du réseau Avant de craquer, justement, pour faire connaître les associations qui peuvent proposer des services à ces jeunes-là. Enfin, on a développé un guide avec les jeunes sur la base d'un guide australien qui existait déjà, où dans ce guide-là, on retrouve beaucoup de témoignages de jeunes, beaucoup de témoignages justement de normalisation. Sylvain, tu parlais de ça. On aborde des enjeux de parentification, on aborde qu'est-ce qui se passe quand il y a une hospitalisation. C'est quoi qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'urgence quand on se sent en danger ou quand on sent que son parent est en danger. Donc, beaucoup d'informations, des outils, comme des questionnaires d'auto-évaluation, etc. sur c'est quoi les moyens qu'on met en place pour prendre soin de sa santé mentale. Bref, donc, un certain nombre de choses. Puis, c'est vraiment un guide où on a réfléchi avec les jeunes à qu'est-ce qu'eux auraient aimé avoir dans un tel guide quand ils étaient adolescents ou au moment de leur transition vers l'âge adulte, puis comment ils souhaitent s'adresser à d'autres jeunes, c'est quoi les messages qu'ils souhaitent adresser à des jeunes qui, comme eux, vivent le même genre de défi. Donc, un guide d'une cinquantaine de pages, si je ne me trompe pas, qui est encore, Geneviève le montre à l'écran, qui est encore accessible gratuitement, intégralement sur le site de notre laboratoire. Donc, on a fait une première évaluation de ce guide-là, notamment grâce, et on remercie encore la Boussole d'avoir participé à l'évaluation de ce guide. Donc, on a fait une évaluation auprès de jeunes et d'intervenants. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas mis, mais on avait aussi interrogé quelques parents qui avaient des problèmes de santé mentale sur leur perception de ce guide-là. Et les principaux résultats étaient que le guide était intéressant, attrayant, pertinent, mais les jeunes disaient « Ah, c'est dommage que ce soit pas plus interactif. Un guide PDF, c'est moyennement stimulant quand même pour certains aspects. » Donc, ils ont dit « Nous, on pense que c'est un très bel outil pour, par exemple, les intervenants qui ont envie de se renseigner davantage sur la problématique, mais pour les jeunes, peut-être ça serait encore mieux que ce soit quelque chose de plus dynamique. » Également, ce que les jeunes ont dit, c'est qu'ils trouvaient ça important qu'il y ait certains contenus qui soient plus accessibles pour les plus jeunes, donc les 12, 16, 12, 17, puis des contenus plus spécialisés pour les plus âgés. Et enfin, les personnes qui ont évalué le guide nous ont dit il y a encore peut-être un effort à faire pour aller rejoindre des jeunes au profil plus diversifié, donc des jeunes, par exemple, issus d'immigration ou des jeunes qui ont un niveau scolaire moins élevé ou des jeunes de la diversité sexuelle et de genre, par exemple. Donc, s'assurer que le guide soit le plus inclusif possible et réponde
c'est ça, et rejoignent la réalité du plus grand nombre de jeunes possible. Donc, au vu de ces résultats, on s'est dit, bon, bah alors, essayons d'améliorer notre guide, essayons de le rendre plus interactif. Et on a eu la chance de pouvoir compter sur le soutien financier du CRUGEF pour faire cette version interactive. Donc, là encore, bon, évidemment, ont contribué les chercheurs du Lab-Proche, notamment évidemment Geneviève, puis une chercheure aussi d'un autre laboratoire, Annie Deveau. Mais surtout, on a énormément travaillé avec 2 jeunes tout au long du processus, notamment avec Claudia, mais aussi un garçon plus jeune, parce qu'on avait, dans le guide PDF du départ, on avait un seul garçon qui avait contribué et on avait vraiment comme souci de voir est-ce que les contenus pouvaient aussi interpeller les garçons, puis pouvaient interpeller justement des plus jeunes. Donc, on a beaucoup travaillé avec ces jeunes-là qui ont donné leur avis constamment sur les contenus, la présentation, etc. On a eu la chance aussi de pouvoir engager une infographiste, un programmeur web, une coordonnatrice de recherche que je remercie, Rima, qui fait un travail extraordinaire. Et donc, on est arrivé à une version à laquelle vous pouvez accéder en ligne. Le code QR est bien visible. Je vous montre très rapidement un peu à quoi ça ressemble. On retrouve globalement les mêmes informations que dans le guide PDF, quoiqu'elles aient, un certain nombre ont quand même été retravaillées pour justement davantage travailler l'inclusion des jeunes de différents profils, aller rejoindre des plus jeunes, des plus âgés, etc. Mais vous avez donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais des éléments plus d'information, des outils, des témoignages de jeunes, une page qui donne accès à des ressources, une page de lexique qui permet aussi de revenir sur certains termes importants. Et on voit que il y a différentes thématiques dans le site. Donc, des informations qui portent plus sur les troubles mentaux, des informations qui vont plus porter sur ton parent. Donc, par exemple, Sylvain, tu parlais des enjeux aussi d'hospitalisation ou de crise, par exemple, du parent, qui peuvent être de médication aussi, qui peuvent générer beaucoup de questions chez le jeune. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on aborde justement dans cette section-là. Et puis, des choses qui sont plus axées sur le jeune, notamment toute une section sur prendre soin de toi, puisque l'idée, c'est aussi d'amener le jeune à développer ses propres ressources. Puis, tu parlais tantôt, Sylvain, du répit, mais les jeunes, effectivement, disent que c'est absolument vital et qu'ils ont pas forcément tant appris à se centrer sur eux et à prendre du temps pour eux. Donc, on essaye justement de leur fournir un certain nombre de choses et de stratégies. Et une section qui est plus axée sur le devenir adulte, où on donne des ressources sur, par exemple, un des enjeux qui peut se poser à ces jeunes-là, c'est comment je fais au moment où je dois peut-être quitter le domicile de mes parents. Qu'est-ce qui peut se poser pour moi comme question, comme émotion, comment je peux préparer ce départ-là, comment je peux aussi créer un projet de vie, me trouver un projet, par exemple, professionnel quand mon attention a été très, très axée aussi sur mon parent, par exemple, pendant toute mon adolescence. Donc, comment me réapproprier aussi ma construction identitaire avec des projets qui sont mes projets, etc. Donc, différentes thématiques. Je suis désolée, ça sort flou, mais il y a des outils que je vais vous présenter un exemple d'outils ou 2 exemples, je vais voir si j'ai le temps juste après. Mais là encore, organisé autour de grandes thématiques, donc des outils qui sont plus là pour faire le point sur le stress, aider le jeune à faire le point sur son stress, des outils pour prendre soin de soi, des outils pour apprendre à se connaître et des outils pour développer les connaissances, les compétences. Il y a, vous verrez dans les outils, plein de formats disponibles. Donc, on a des BD qui ont été faites grâce à une étudiante qui est super douée de l'Université du Québec en Outaouais qui a fait les dessins. Donc, des trucs pour se sentir mieux. On en a sur quoi faire en cas d'urgence. On en a sur qu'est-ce que le consentement aux soins, par exemple. Donc, on explique certaines notions importantes aux jeunes.
Vous voyez à droite, bon, des questionnaires d'auto-évaluation où on amène le jeune à se questionner sur qu'est-ce qu'il fait déjà et qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place pour prendre soin de lui, justement. Je prends le temps de bien manger, je me couche à une heure raisonnable, etc. Donc, c'est des outils d'autogestion, finalement, qui sont mis en place pour le jeune. Au niveau des outils plus interactifs, là, je vois le temps passer. Je vais surtout en présenter un, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses, Geneviève. Ouais, donc ça passe trop vite. Donc, on a plusieurs outils où vraiment, là, on a eu le soutien d'un programmeur web, mais les jeunes peuvent faire bouger des choses sur l'écran, sur leur tablette, pour travailler certains aspects. Donc, on a un outil qui est centré beaucoup sur le stress. Comment le jeune, est-ce que le jeune vit du stress? À quel point il vit du stress? Puis, qu'est-ce qui lui cause du stress? Et notamment, qu'est-ce qui lui cause du stress en lien avec la situation de son parent? Donc, je vous montre juste un peu les styles de résultats auxquels le jeune a accès une fois qu'il a complété l'outil en ligne. Mais il y a un portrait de, voilà, a priori, quel est ton niveau de stress? Donc, à partir d'items qu'il aura complété. Là, on voit un jeune qui a un niveau de stress plutôt bas, par exemple. Donc, il se situe plutôt dans le jaune. Puis, on explique que le stress, c'est normal, qu'il existe des ressources quand le stress devient plus élevé, etc. Et comme je vous disais, plus sur les sources de stress, ça permet d'arriver à un bilan d'exercice que le jeune peut imprimer, où le jeune aura fait glisser dans sa boîte à stress quelque part, qu'est-ce qui dans son quotidien et qu'est-ce qui dans ses enjeux familiaux avec son parent lui crée du stress, puis ce qui peut ensuite être réabordé avec l'intervenant pour, tu parlais Sylvain de l'instabilité justement familiale, difficultés relationnelles avec le parent, l'hospitalisation, sentiment d'être responsable de la santé mentale de son parent. Donc, ça amène le jeune à faire le tri un peu de qu'est-ce qui est plus compliqué pour lui, puis qu'est-ce qui l'est moins. Voilà. Un autre outil qu'on a mis en place, qui là encore est très dynamique, c'est l'outil du cercle de soutien, qui permet en fait aux jeunes là on vous montre un exemple fictif, de créer son cercle de soutien, donc en se plaçant au centre. Là, on n'a pas mis d'avatar, mais le jeune peut choisir des avatars pour les différentes personnes. On a toute une banque d'avatars. Et le jeune peut donc ajouter des personnes significatives dans son cercle en complétant l'interface. C'est très facile. Puis il y a un guide qui permet d'expliquer aux jeunes les étapes à suivre et aussi qui permet de renseigner pour chaque personne clé du réseau quel rôle joue cette personne-là. Est-ce que c'est un soutien plus instrumental, plus émotionnel, etc. Quand on s'aperçoit que le jeune n'a indiqué personne, par exemple, pour un soutien instrumental, l'outil permet de mettre en évidence cet élément-là en disant visiblement, tu n'as pas inscrit de personne à cet endroit-là. Sache qu'il existe des ressources, des organismes qui peuvent apporter ce genre de soutien. Donc, il y a vraiment un aspect de, à la fois, montrer sur qui les jeunes peuvent compter, quelles sont les personnes qu'il peut contacter en cas d'urgence, mais aussi de lui montrer comment il pourrait étoffer son cercle s'il en ressent le besoin. Donc, on est en plein dans l'évaluation de ce guide interactif. Actuellement, on a 26 participants depuis ce matin, mais j'ai pas eu le temps de revoir le diapo. Donc, on a 25 participants. On a surtout des jeunes pour l'instant. Il nous manque encore quelques intervenants. Vous verrez que je vous ai mis après un petit clin d'œil. Si jamais certains intervenants, suite au webinaire, veulent participer à l'évaluation du guide, en gros, c'est une évaluation qui se fait via un questionnaire en ligne et qui porte surtout sur l'appréciation. Donc, est-ce que ce guide, à quel point ce guide est pertinent, à quel point il est facile d'utilisation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer encore. La durée de passation est de 45 minutes et on offre des bons d'achat pour remercier les participants via un tirage au sort. Pour les intervenants aussi, on peut mettre en place des attestations de formation par rapport aux ordres professionnels.
je vous montre très rapidement les résultats parce que je vois le temps qui file vraiment, vraiment vite. En gros, les résultats sont très encourageants. Comme disait Geneviève, on est encore dans des évaluations pilotes, mais globalement, les scores sont très élevés, ce qui indique une satisfaction importante des jeunes, pardon. À la fois en termes de structure du guide, en termes de navigation, en termes de cohérence, etc. Les jeunes, globalement, trouvent le visuel bien construit, le visuel des différents outils bien construits, trouvent que les outils sont utiles, qui sont faciles à comprendre, qui sont adaptés à différents profils de jeunes, qui sont attrayants, que le texte est clair, etc. Donc, et on voit que les écarts types sont vraiment petits, ce qui veut dire que sur les 22 jeunes qui ont participé, ils sont relativement d'accord sur ces aspects-là. On voit aussi qu'est-ce qui ressort quand on leur a dit après avoir lu ce guide, tu te sens, puis là les jeunes devaient compléter avec des mots de leur choix. Puis on voit que ce qui ressort, c'est surtout le terme compris, connecté, donc connecté dans le sens connecté avec d'autres jeunes. Il y a pas mal de jeunes qui nous ont dit je me sens finalement, je sens que je suis pas tout seul. Une fois que j'ai lu ce guide, je sens que je suis pas tout seul. J'ai aimé lire des témoignages d'autres jeunes, puis je me sens mieux informée, sécurisée, écoutée, etc. Puis certains jeunes qui ont participé ont dit ça m'a permis de me guider dans l'expérience de vie que je vis et qui m'affecte beaucoup, de sentir qu'il y a des gens pour nous et de regrouper plusieurs informations, aides, exercices sur une plateforme attrayante. Pour les intervenants, comme je vous disais, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, puisque pour l'instant, on n'en a que 3. Mais les intervenants de différents milieux nous ont dit qu'ils trouvaient que c'était un guide qu'ils recommanderaient à des jeunes et à des familles qui comptent un parent qui a un trouble mental, que ce guide pourrait aider les jeunes à se sentir moins seuls, selon 2 intervenants sur 3, avoir de meilleures connaissances sur les troubles mentaux, comprendre qu'il est correct d'avoir des émotions positives et négatives à l'égard de son parent, notamment de la colère, de la culpabilité, etc. Et avoir des idées de moyens à utiliser face aux défis. Donc, globalement, des résultats encourageants. Mais si vous souhaitez participer, si vous avez un petit peu de temps pour nous aider, on serait vraiment très reconnaissante justement de votre participation. Donc, vous avez juste à scanner ce code QR, puis vous allez tomber sur le questionnaire d'évaluation. Et n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous voulez d'autres informations avant d'avoir accès au questionnaire, évidemment. Donc, en gros, voilà un résumé très rapide de ce qu'on a fait à l'approche. On va finir par le témoignage audio de Claudia. On voit à nouveau une photo que Claudia avait prise qui témoigne d'être un proche aidant pour son parent atteint d'un trouble mental, c'est l'aider au quotidien tout en veillant à son propre bien-être en tant qu'adolescent et jeune adulte. Donc, ça montre bien le défi justement que ces jeunes-là ont à relever. Et donc, on va vous faire écouter le petit témoignage de Claudia qui parle de son implication au sein du laboratoire d'approche. Je l'ai perdu là. Bonjour, je suis Claudia, étudiante, en fait bachelière en psychoéducation et j'ai été participante au projet de recherche de l'approche. Donc, j'ai vu un courriel avant de m'inscrire au bac en psychoéducation, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette recherche-là, même si c'était pas quelque chose dans lequel j'étais habituée de participer comme personne timide, mais vraiment j'ai trouvé ça intéressant de m'inscrire puis de participer. Ça a été très, très enrichissant de pouvoir faire partie en tant que participante aux recherches, puis après poursuivre mon implication là, auprès de l'équipe. J'ai vraiment travaillé autant dans les échanges, donner mes idées, mon opinion auprès... Dès le départ, là, étant participante, j'ai fait les photos et tout ça. Puis ensuite, ça a été plus avec l'élaboration du guide. J'ai donné autant mes idées, partagé aux échanges, aux discussions, aussi pour essayer les différents outils, donner mes recommandations. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi là, de pouvoir donner autant mes idées que les essayer pour enfin... donner, pour que les jeunes puissent ensuite avoir ces outils-là.
J'ai trouvé que c'est des outils vraiment intéressants. J'aurais aimé, d'ailleurs, quand j'étais adolescente, avoir ces outils-là. Ils sont très faciles d'accès. Quand j'allais les visionner, les essayer, j'ai pu vraiment voir comment ils étaient faits. Puis, c'est très simple. Ils ont toute une belle... ils ont toutes des caractéristiques à chacun d'entre eux. Puis c'est vraiment bien, là, entre autres, le cercle de soutien. J'ai trouvé que c'était vraiment bien de rappeler aux jeunes quand ils vivent des difficultés ou en même leur famille, leurs parents. On a quand même d'autres personnes autour de nous qui peuvent nous aider. On n'est pas seuls. Il y a également le questionnaire de l'auto-évaluation que j'ai trouvé aussi que c'était très pertinent comme outil. C'est vraiment, tu as plusieurs moyens à mettre en place et comment s'aider au quotidien. Là, ça peut être une belle routine, quelque chose à faire quand on veut faire une auto-évaluation pour voir là, c'est quoi les moyens à mettre en place pour aller mieux. C'est vraiment la base. Puis avoir eu ça, je trouve que ça aurait été vraiment un beau soutien. Donc, c'est des beaux outils qui vont être utiles pour les jeunes. Et comme je disais, on ne les voit pas passer. Ça peut passer inaperçu, mais ça serait bien que soit les intervenants ou l'équipe école mettent en place soit des affiches ou quelque chose pour les mettre visibles. Je pense que ça peut être très intéressant pour les jeunes. C'est vraiment intéressant de pouvoir participer aux différentes étapes parce que je n'avais pas nécessairement eu le sentiment de faire quelque chose de contribuant Puis j'ai trouvé que même avant d'être au bac, de faire ça, c'était stimulant. Je trouvais que c'était le fun parce que, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Puis, je participais pas nécessairement à des groupes de soutien, d'entraide. Puis j'ai trouvé que ça, c'est une belle sensibilisation. Puis ça fait une belle réussite aussi. Ça m'a permis aussi de faire des connaissances avec des nouvelles personnes. On apprend qu'on n'est pas seul là-dedans. Il y a moins aussi on sent que l'accessibilité puis le fait de parler de la santé mentale, ça devient de plus en plus ouvert. Je suis comme contente aussi d'avoir contribué à ça et de voir que c'est un sujet qui devient ouvert. Puis je pense que ça m'a permis aussi de normaliser comme le vécu de ça. La santé mentale, ça reste un sujet qui c'est pas toujours encore facile, mais je veux dire, ça m'a comme appris à faire aussi le deuil de ce que j'ai vécu, puis aussi, en aidant les jeunes, c'est comme aider au suivant, je trouve. Donc, voilà le témoignage de Claudia. Je vois que Claudia est arrivée aussi. Donc, allô Claudia, puis merci encore pour ton implication dans tous les projets. Et merci à toutes. Je vois qu'il y a plusieurs personnes. Merci Geneviève aussi qui répond sur le chat. Plusieurs personnes qui disent qu'elles seraient intéressées à participer. Donc, merci, c'est très apprécié. Sylvain, je voulais peut-être, avant de terminer, justement, sachant que la boussole a beaucoup participé aussi à l'évaluation des outils, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'interpelle dans ces outils-là, qui fait écho à ce que vous faites aussi, évidemment? Écoute, je pense que c'est parfaitement collé sur la réalité des jeunes. Premièrement, on s'est servi, nous, du guide de soutien, là, pas en PDF, mais vraiment le guide papier. Puis il y a des questions que les jeunes se posent là-dedans qui sont très, très concrètes. Donc, on faisait simplement nommer ces questions-là aux jeunes, puis ils réagissaient là, dès lors, là, parce qu'ils s'identifiaient vraiment à ce qui était inscrit. Après ça, ça nous permettait, là, nous, de débuter la discussion avec eux. Donc, cet outil-là, je l'ai adoré. Un gros thumbs up au cercle de soutien, je ne l'avais pas vu encore, là. Cercle de soutien, c'est exactement collé sur un atelier qu'on ferait à la boussole. C'est très concret, c'est coloré, puis c'est utile. Donc, bravo à cet outil-là là, particulièrement. Les livres aussi semblent avoir été très appréciés là, par les jeunes. Donc, ces outils-là, c'est concret. C'est comme ça qu'on doit parler à nos jeunes. C'est complexe, la maladie mentale, les troubles de santé mentale, mais quand on réussit à simplifier ça, à vulgariser ça, ça permet vraiment aux jeunes de mieux comprendre la réalité. Puis je dis les jeunes, mais c'est vraiment les enfants et les adolescents là, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leurs proches qui a la problématique. Donc, chapeau à tout ça. Je n'hésiterai pas une seconde, moi, à recommander là, ces outils-là, autant aux jeunes qu'à leurs parents, aux intervenants qui les accompagnent d'ailleurs.
il fallait que je me trompe au moins une fois dans le webinaire. Ça arrive à la fin. Donc, merci Sylvain pour ton retour. Puis, c'est ça, on sait qu'on va rester en lien beaucoup par rapport à tout ça. Juste, je vois Annie qui réapparaît. Oui, Annie, j'ai fini. Le mot de la fin. Il existe, donc on vous a montré plusieurs outils. Sylvain a montré comme certaines associations comme la Boussole sont extrêmement impliquées dans le soutien apporté à ces jeunes, à ces familles. Mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Souvent, les ressources sont encore méconnues, difficiles d'accès. Les études scientifiques sur les effets de ces outils-là sont encore assez préliminaires. Donc, il y a vraiment encore un gros effort à faire pour mieux faire connaître les outils, pour mieux évaluer l'efficacité de ces outils-là aussi. Mais bon, on est en bonne voie, disons. Et voilà, donc on vous remercie pour votre attention. On sera heureux et heureuse de répondre à vos questions. Puis c'est ça, comme je vous disais, Claudia est sur le chat aussi, si vous voulez lui poser des questions. Donc, merci tout le monde.